On est aujourd'hui lundi le 20 septembre 2021. C'est le jour officiel du scrutin pour l'élection fédérale 2021 qui a été lancé en trombe par Justin Trudeau. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui en surprend plusieurs. Une situation où Justin Trudeau est désormais considéré réélu. Euh, c'est quelque chose qui a frappé l'imaginaire des gens de savoir qu'il y aurait encore des électeurs qui voudraient encore plus d'endettement, encore plus de mesures COVID, encore plus d'oppression. Mais devinez quoi? Il y en a beaucoup. Et ils sont finalement allés voter. Alors, si on regarde rapidement dans les résultats, vous pouvez aller sur le web. En fait, il y a énormément de sites web de grands médias qui donnent justement les résultats. On voit qu'on a un gros problème à Montréal avec le Parti libéral, parce qu'autant dans les Maritimes, on se rappelle à l'élection de 2019, il y avait eu beaucoup de rouge, il n'y avait que ça. Là, il y a plus de conservateurs, donc c'est plus nuancé un petit peu. Mais l'île de Montréal, ça, par exemple, on a un réel problème au niveau de la diversité parce qu'il n'y en a pas. C'est rouge quasiment mur à mur. On retrouve évidemment quelques comtés qui vont peut-être survivre, comme celui de Rosemont, la petite patrie, où il va y avoir Boulris qui va rentrer. Et évidemment, celle de Montréal-Est, où il va y avoir probablement Beaulieu du Bloc québécois à la pointe de l'île. Mais sinon, si on regarde Hochelaga, c'est libéral. On aurait pensé que c'était plus Westmount ou Papineau. Ben, Papineau, évidemment, c'est très libéral avec Justin Trudeau. Mais sinon, tous les autres comtés, Outremont, Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île-des-Sœurs, c'est libéral. Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, je pense qu'il n'y a personne qui est surpris. C'est tellement libéral. L'avance est massive sur le NDP, 6000 votes de plus au moment où je vous parle. Il y a ensuite de ça, La Salle est mort, Verdun, faites-vous-en pas, c'est libéral, ça n'a pas de sens. Dorval, La Chine, La Salle, c'est tellement libéral, ça fait mal aux yeux tellement c'est rouge. Saint-Laurent, c'est tellement libéral, c'est incroyable. Puis vous avez ça jusque dans l'ouest de l'île, là. Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, on se surprend même pas, c'est très libéral aussi. Lac-Saint-Louis, évidemment. Dorval, La Chine-la-Salle, comme je viens de dire, c'était 10 000 votes de plus que le Bloc québécois. C'est pour dire à quel point même le NPD avait aucune traction dans Dorval, La Chine-la-Salle. C'est vraiment libéral. Puis si vous allez à Vaudreuil-Soulanges, ben là encore, c'est une avance libérale qui est massive et colossale. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que les libéraux ont bien pu faire pour que ces gens-là veuillent un autre 4 ans de censure, de, de limitation, de problèmes d'endettement massif au niveau fédéral? Il y a eu quand même c'est la dette qui a au moins doublé sous le règne de Justin Trudeau depuis 2019, ce qui est un énorme problème. Si quelqu'un doublait vos cartes de crédit, vous diriez, écoute, on va t'enlever du pouvoir parce que ça ne fait pas de bien à nos finances. Mais là, tout à coup, il fait ça pour un pays et les gens de Montréal en redemandent. Mais ce ne sont pas que les gens de Montréal. Ce sont également les gens de Laval qui ont voté massivement pour le Parti libéral du Canada. Donc, Laval, les îles, c'est rouge. Marc-Aurèle Fortin, dans le nord de l'île de Laval, c'est rouge. Vimy, super rouge. Et puis Alfred Pellan, oubliez ça, c'est rouge, rouge, rouge. Puis si vous descendez sur la rive sud, Brossard-Saint-Lambert, c'est rouge aussi. Et on pense que Longueuil-Saint-Hubert, ça va finir rouge aussi quand les comptes auront été faits. Puis c'est un peu la même chose qu'on retrouve à Toronto, beaucoup de rouge libéral. Donc, que ce soit à Montréal ou à Toronto, c'est vraiment les châteaux forts du Parti libéral du Canada qui va continuer finalement pendant, on ne sait pas si ça va être 4 ans, mais à tout le moins probablement 2 ans, à travailler à ces projets, dont le Bill C10, qu'on n'aime pas du tout personne. Et puis, on en vient à se demander, mais comment se fait-il que toutes ces personnes-là qui ont voté libéral, ou en tout cas qu'on présume avoir voté libéral, comment ont-elles pu justifier leur choix? Est-ce que c'est parce qu'ils reçoivent des compensations spéciales? Est-ce qu'ils font partie d'organismes de bienfaisance? Ou est-ce qu'ils font partie de fondations? Ou est-ce qu'ils font partie de compagnies transnationales étrangères qui, elles, bénéficient de manière absolument incroyablement, fabuleusement supérieure qu'une entreprise du Québec, des largesses, des programmes qui ont été élaborés
par la wokitude ottawaisienne de Justin Trudeau et ses collègues. Il faut se poser la question, d'où est-ce que ça vient cet appui-là? Pourquoi on n'est pas capable avec la... Écoutez, c'est une rivière de preuves qu'on a amené que la Trudeauisterie ne sert vraiment pas bien les Canadiens. Et pourtant, vous avez en haut d'1 million de personnes, assurément, là, qui ont été votées pour Justin Trudeau au Canada jusqu'à présent, avec les résultats préliminaires. On peut penser qu'il va en avoir plus que ça quand les bureaux vont être tous décomptés. Mais en ce moment, il y a vraiment des comtés qui sont complètement rouges où on pensait avoir une certaine traction. Il y a eu beaucoup de marches qui ont été faites à Montréal, il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a eu beaucoup de gens qui nous disaient avoir compris des choses en voyant Trudeau à l'œuvre, puis qui voulaient avoir mieux. Mais à l'évidence, on peut voir que c'était pas suffisant. Il n'y avait pas assez de gens. Une des grandes déceptions, à mon sens, je vais juste recharger la page parce que j'espère, ça s'est amélioré. Et la réponse, c'est non. Mais essentiellement, on a le Parti vert qui pourrait avoir 2 sièges si la tendance se maintient, bien qu'il n'ait eu que 195 000 votes pour eux. Mais vous regardez, par exemple, le Parti populaire de Maxime Bernier qui a eu quand même 475 000 votes. 475 000, c'est beaucoup plus que le 197 000 du Parti vert. Et pourtant, on sent pas du tout que le parti de Maxime Bernier va avoir un seul siège à l'Assemblée du Parlement à Ottawa, ce qui est évidemment un non-sens parce que si on regarde un petit peu les chiffres dans quelle direction ils vont, ça va probablement faire plus qu'un demi-million de gens qui vont avoir voté pour le Parti populaire et qui n'auront aucune représentation à Ottawa. Donc, clairement, la proportionnelle, à tout le moins partielle, qui serait nécessaire pour vraiment qu'il y ait une forme d'équité dans la représentativité que les gens veulent, on en a besoin, on est rendu là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et dans les autres partis, évidemment, le problème, c'est que dans les statistiques que je regarde qui viennent de CBC en anglais, les other parties, les autres partis, sont tous groupés. Donc, on voit pas combien un seul parti aurait eu. Il y a sûrement moyen de trouver les chiffres. Par contre, je suis certain que plusieurs d'entre vous vont les mettre dans les hyperliens, juste pour être sûr que je puisse compter sur vous pour qu'on puisse se partager un maximum d'informations. Mais ce soir, je me rends compte que même si les votes qu'on voit s'accumuler là, à l'écran là, sont très nombreux, il va y avoir pendant les prochains jours, peut-être les 3, peut-être les 4 prochains jours, des votes qui vont être décomptés. Tous les votes spéciaux, les votes par exemple qui ont eu lieu par voie postale. Alors, il va y avoir dans la chambre noire, cette fameuse chambre noire dont je vous ai parlé, il va y avoir probablement des manipulations et des traitements qui pourraient avoir lieu parce qu'en fait, on ne sait pas c'est où. À force de parler avec le service clientèle, j'étais sous l'impression que c'était peut-être à Gatineau. Mais encore là, il n'y a personne qui a pu me le confirmer. Elle était où, cette chambre noire-là? Vous savez, la fameuse chambre où les 338 circonscriptions du pays envoient tous leurs résultats de vote via le logiciel d'Élections Canada et parfois par le téléphone s'il y a des petits ajustements à confirmer. Mais en fait, personne ne connaît les noms de ceux qui travaillent dans cette chambre noire-là. Alors, on se retrouve avec une situation vraiment curieuse. Où est-ce qu'on dit, bon, ben là, il y a des votes qui sont sortis, mais en bout de ligne, ils vont être pendant 3 jours complètement en privé, entre eux, puis ils vont pouvoir dire, bon, on a reçu tant de votes, mais on a quoi, nous, comme façon de vérifier ça? On n'en a pas. Alors, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation bien embêtante où on aimerait pouvoir avoir plus de transparence, mais en fait, la transparence, elle a seulement lieu au niveau des bureaux de vote, où est-ce qu'on a des plexiglas, on a un scrutateur. C'est pas mal tout. Après ça, on se fie sur les résultats qui sont envoyés par logiciel, puis quelque part, ça marche sa confiance, puis avec les nouvelles qu'on a vues passer des États-Unis, je me demande si la confiance est encore suffisante. À mon sens, elle ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre noire, c'est la chambre de tous les mystères et de tous les dangers. Qui, au cours des prochains jours, va peut-être faire en sorte qu'un gouvernement libéral va peut-être avoir des points supplémentaires. Mais encore là, les conservateurs ont quand même voté
plus de 600 fois avec les libéraux depuis 2004. Donc, on peut s'attendre que ce soit des sièges libéraux ou des sièges conservateurs, en bout de ligne, à la fin de la journée, ils votent pas mal tout le temps ensemble. Alors, il y a des fois où ils sont pas d'accord, mais sur le total, il y a eu quand même plus de 600 votes depuis 2004 ou 2014. Je ne vais pas me tromper, là, mais il y a eu vraiment beaucoup de votes qui ont été faits entre les conservateurs et les libéraux. Il y avait beaucoup d'atomes crochus. Je pense que c'est 2014. Euh, donc, essentiellement, on se retrouve ce soir avec des résultats préliminaires qui disent 157 sièges aux libéraux, 120 aux conservateurs, 30 au Bloc québécois, 29 aux néo-démocrates et 2 aux Verts. Ça, c'est vraiment encore très spéculatif, là. On ne peut pas se fier à ces chiffres-là. Présentement, ce sont les conservateurs qui ont le plus de votes au pays, mais ce ne sont pas ceux qui ont le plus de sièges élus. C'est vraiment clair que la densité dans les grands centres pour les libéraux joue beaucoup en leur faveur. Donc, dans les grands centres, on retrouve des électeurs qui, de toute évidence, ont des raisons de voter pour Justin Trudeau, mais on se gratte vraiment la tête. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver à ce régime-là pour dire, ah oui, on aime ça quand la dette se double et que le pays se fait pulvériser et détruire depuis 18 mois par des décrets qui sont littéralement inhumains, liberticides et qui n'ont pas leur place. Alors, ma foi, à quoi ces gens-là ont-ils bien pu penser? Euh, J'aimerais également attirer votre attention sur l'expérience personnelle que j'ai eue en allant voter au bureau de circonscription de Charny. C'est ici que j'habite, au centre Paul Bouillet. Il y avait personne quand je suis arrivé. J'étais vraiment chanceux. Il n'y avait pas de ligne à l'extérieur. Il y en avait toute une quand je suis sorti. Mais quand je suis arrivé, ça a été plutôt vite. J'ai été accueilli avec une table. Je ne m'y attendais absolument pas, où on m'a dit de donner mon nom et mon numéro de téléphone et mon identité, ma carte d'électeur, pour prouver qui j'étais, pour pouvoir accéder au bureau. D'autres ont dit qu'ils ont refusé et ça a été accepté. Alors j'aurais dû refuser, mais bon, j'étais sous l'impression que tous ces gens-là me regardaient avec des gros yeux parce qu'ils voulaient absolument que je le fasse. Et puis moi, ce que je voulais, c'était de retourner rapidement, donc j'ai dit oui, j'aurais peut-être pas dû. Mais toujours est-il que ça m'a surpris qu'il y ait une table comme ça. Ensuite, il fallait absolument mettre un masque, il fallait puriliser les mains, il fallait évidemment suivre les directives pour se rendre jusqu'à l'endroit où se trouvait, dans mon cas, la table de votation, où une fois rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait une seule personne de l'autre côté du plexiglas. C'était, dans mon cas, une scrutatrice. Elle était seule et je lui ai demandé si c'était normal qu'il n'y ait personne pour contre-vérifier ce qu'elle indiquerait au niveau de la liste électorale, parce que vous savez que si quelqu'un vient juste après moi et dit, bon, ben, je m'appelle Claude Gélina, moi aussi, puis je veux voter, ben là, si l'autre personne qui est seule à sa table et qui est scrutatrice a le goût de jouer un mauvais tour, mais qui dit qu'elle va pas peut-être être capable de faire des manipulations sur les listes électorales qui ne sont absolument pas possibles quand il y a deux autres personnes qui sont en train de vérifier. D'ailleurs, dans ma tête, ça faisait aucun sens parce que l'élection est réputée avoir coûté 610 millions. C'est l'élection fédérale la plus coûteuse de toute l'histoire du pays. On se demande, mais où est allé l'argent? Il y avait, dans mon cas et dans le cas de d'autres personnes qui ont voté, parce que d'autres personnes se sont exprimées sur une publication que j'ai faite précédemment, euh, il y avait une seule personne derrière le plexiglas et aux tables de votation pour beaucoup de monde. Alors, c'est pas normal que l'élection ait coûté si cher, à moins qu'il y ait autre chose qu'on voit pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu d'autres endroits où l'argent a été mis qui n'a pas été vraiment divulgué? Parce qu'évidemment, moi, j'ai pas vu de ventilation nulle part sur le site d'Élections Canada qui disait, ah oui, le 610 millions, voici comment on l'a utilisé. Il y a juste rien que moi j'ai réussi à trouver. Donc, si vous réussissez à trouver quelque chose, ben, partagez-le, puis ça va nous permettre à tous de voir comment cet argent-là a bien pu être utilisé. Mais chose certaine, quand j'ai été voté dans l'isoloir, je me suis rendu compte que les noms des candidats que je m'attendais à voir y étaient. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai fait mon choix. Et ensuite, je suis allé reporter mon coupon. Et puis là, j'ai demandé, est-ce que je peux prendre une photo ici? Puis c'était immédiatement un très grand malaise. Puis j'avais pas le droit de prendre de photos. Je dis, bon, c'est beau, c'est beau. Je veux pas rendre personne mal à l'aise non plus aujourd'hui. Alors, je suis parti, tout simplement. Et puis, quand je suis parti, j'ai vu que là, il y avait une grande file. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde a fini de manger son dîner en même temps, probablement. Et quand ils sont arrivés, ben là, il y avait une file à l'extérieur. S'il y avait eu de la pluie, ça aurait été passablement pénible, mais c'était pas le cas. Alors ça a été mon expérience au bureau de votation dans ma circonscription aujourd'hui. Et plusieurs personnes ont eu d'autres expériences qui étaient à peu près semblables.
Juste pour vous tenir au courant, on est quand même en soirée électorale. C'est encore les conservateurs qui ont le plus de votes, mais c'est encore les libéraux de Justin Trudeau qui ont le plus de sièges et quand même beaucoup. 156 versus 120 pour les conservateurs. Alors, c'est quand même énorme. Euh, Évidemment, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Ouest canadien est massivement conservateur, alors que l'Est, à savoir Montréal, Toronto et un peu les Maritimes, c'est quand même encore en partie conservateur. C'est en partie, en partie libéral dans les Maritimes, mais beaucoup libéral sur l'île de Montréal et à Toronto. Mais sinon, le NPD a pas vraiment des gros acquis. Mais dans les statistiques, toutes sommes confondues, c'est eux autres qui gagnent le plus. Les néo-démocrates, ils auraient gagné 5 sièges. C'est plus en Colombie-Britannique que ça s'est gagné, je pense, pour eux autres. Et puis un petit peu dans le nord ontarien. Sinon, écoutez, on est dans une situation où est-ce que présentement Justin Trudeau est réélu, présentement Erin O'Toole est réélu, ça donne bien. Les deux sont inscrits au Forum économique mondial de Davos. Jack Meeting aussi est inscrit au Forum économique de Davos et il a sa fiche là. Et j'ai parlé de ces trois fiches ces trois personnes-là qui sont familières avec Davos en Suisse. Tout simplement parce que c'est des gens qui suivent beaucoup l'agenda de la lutte au COVID mondialiste. Et c'est une lutte au COVID qui se retrouve encore aujourd'hui dans l'élection un peu envoyée au second rang, puisque les trois chefs de parti que je viens de vous nommer sont tous pour le passeport vaccinal, sont tous pour le masque, et ils sont tous pour la continuité de l'agenda finalement vaccinal. Alors, ma foi, ça veut dire qu'on a encore de l'ouvrage à faire pour être capable de réussir quelque chose de bien, sans compter que Maxime Bernier a été considéré défait dans sa circonscription de Beauce pour le Parti populaire. Donc, présentement, Maxime Bernier va peut-être passer, on ne sait pas, peut-être un autre 4 ans à travailler sa base électorale pour essayer d'amener son message au niveau où il va être entendu, où ça va faire la différence. Donc, évidemment, ce soir, vous êtes un petit peu sur le bout de votre chaise, vous êtes un peu à vous demander comment ça se fait que Justin Trudeau a bien pu être réélu. Et c'est une question qu'il va falloir qu'on continue à se poser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et qu'on va être obligé de se reposer souvent, probablement dans les prochains mois et années, parce que l'agenda de Justin Trudeau, celui qui mène une guerre active aux gens qui ne sont pas vaccinés, qui mène une guerre cinétique en empêchant les voyages, en empêchant les accès à des activités qui devraient être permises à tous les Canadiens, ne serait-ce que par la Charte des droits et libertés. Euh, donc, il va falloir qu'on se prenne en main encore plus. Autrement dit, je sens qu'il y a eu une belle sensibilisation, puis on n'en parle pas souvent. Mais au niveau des influenceurs, un petit peu tout le monde a fait un boulot à la hauteur de sa capacité. On se rend compte que, tu sais, je vous avais fait un reportage à un moment donné sur Justin Trudeau en décembre qui faisait des campagnes pour que les gens lui envoient des dons. Et puis moi, je me disais, ma foi, il n'y a personne qui va envoyer des dons à Justin Trudeau. Il vient de doubler la dette. Il garde les gens dans une oppression sans précédent au Canada. Il n'y a personne qui va y envoyer des dons. Ben non. Le lendemain, je regarde, il y en avait plus de 10 000 qui avaient envoyé des dons au mois de décembre 2020 pour Justin Trudeau et son Parti libéral parce qu'il voulait commencer l'année 2021 en force. Lui, il savait probablement qu'il s'en allait en élection en 2021, donc il a immédiatement rempli ses coffres avec des milliers et des milliers de dons extrêmement généreux, probablement, des donateurs libéraux qui ont répondu à l'appel, et ça a permis aux libéraux de se structurer et de faire des choses qui ont été efficaces. Fort heureusement, au Québec, en tout cas, on est quand même, à mon sens, de ce que je peux en percevoir, on est probablement entre 500 000 et peut-être 1,5 million de personnes qui voulons mieux, qui avons décidé de s'intéresser à la chose politique, qui avons décidé de remettre des choses en question, qui avons décidé de faire des recherches par nous-mêmes et en équipe, parce que je nous vois travailler en équipe, c'est d'une beauté incroyable. Plusieurs groupes qui se créent dans plusieurs plateformes. Et je pense qu'il y avait une très longue longueur d'avance, les libéraux. Ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient, ils étaient financés. C'était incroyable comment le Parti libéral a réussi ses campagnes de dons.
Et puis nous autres, pendant ce temps-là, ben, souvent, on était pris à faire la gestion en même temps qu'on faisait l'action. Donc, c'était très difficile parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui étaient pris avec le suivi des messages, avec la préparation des prochains contenus, avec les recherches sur les choses. Donc, à quelque part, je nous sens proche d'avoir finalement peut-être des motivations additionnelles pour rehausser notre jeu, pour rehausser notre façon de communiquer, pour rehausser notre façon d'amener aux gens le matériel dont ils ont besoin pour eux-mêmes peut-être monter encore plus haut. C'est la raison pour laquelle dans tous les articles que je publie, je mets toujours mes références parce que je le sais que vous en avez autant besoin que moi j'en ai eu besoin pour faire les articles. Puis je vois qu'il y en a beaucoup qui ont pris cette habitude-là aussi et ça nous aide tellement. Ceux qui disent ah oui, il s'est passé quelque chose à Trois-Rivières, ben c'est pas comme à telle date, à tel endroit, avec telle personne, voici l'hyperlien, il s'est passé ça et voici ce que j'en pense. Oh là là, si tout le monde faisait ça, imaginez à quel point on pourrait devenir immensément plus productif dans nos publications. Je vous dis pas de le faire, continuez à y aller comme vous le sentez. Mais si tout le monde le faisait, imaginez à quelle vitesse on serait capable d'aller chercher les bonnes informations et à quel point des milliers de gens arrêteraient de chercher pour rien. Ben, il faut se les poser, ces questions-là. Comment est-ce qu'on améliore notre travail? Comment est-ce qu'on améliore notre cohérence? Comment est-ce qu'on va chercher des gens qu'on n'a pas été chercher? Parce que de toute évidence, les gens qu'on a été capable de communiquer avec et qui, dans mon cas, j'ai l'immense privilège de communiquer avec plusieurs d'entre vous qui êtes des gens, premièrement, formidables et ensuite plein de ressources parce que souvent, c'est devant l'épreuve qu'on découvre nos propres ressources en dedans de nous. Et je sens qu'il y en a qui n'étaient pas forcément des gens qui croyaient avoir nécessairement ce qu'il fallait, mais vous avez plongé, vous avez pris une chance, puis vous vous êtes découvert des talents. Mais j'aimerais vous féliciter tous, mais vous êtes nombreux. Mais je vous assure, ceux que j'ai vus, souvent je fais des likes ou je réponds. Vous êtes là, vous existez, c'est important et j'ai besoin de vous le dire parce que souvent c'est vous qui me dites hey Claude, tu fais du bon travail. Puis moi j'aime ça vous répondre aussi en disant ben moi aussi je t'ai remarqué, moi aussi j'ai vu ce que tu fais. Puis moi aussi je te remercie de tout cœur de mettre du temps pour aider parce que le combat qu'on fait présentement, c'est un combat du cœur, c'est celui qu'on veut exister. On veut pas être soumis à des choses inhumaines. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi fort, parce qu'on veut pas que nos enfants aient à refaire le même combat que nous, on fait là. On sait très bien que si on lâche, si on se désagrège devant les mauvaises nouvelles, ça marchera pas. Il faut être persistant. Il faut être capable de dire, on va traverser la rivière, là, les bateaux, ça marche pas, ben, on va construire un pont. C'est plus long, c'est plus dur, mais on va la traverser la rivière. Et c'est un peu l'attitude qu'il faut avoir. Donc, c'est la raison pour laquelle, ben là, les plans du bateau, on va les ranger un petit peu au tiroir. On va sortir des nouveaux plans, on va redessiner, on va sortir nos crayons, on va se préparer, on va faire des beaux dessins. On va dire, voici le pont, voici comment on traverse. S'il faut faire 10 ponts, on en fera 10. Mais l'idée, c'est que ce soir, il y a beaucoup de gens qui ont été frappés aux tripes par la réélection de Trudeau et je vous comprends, j'en fais partie. Mais je veux juste vous rassurer qu'il y a un lendemain à tout. Et autant l'oppression de Justin Trudeau, celle qu'il nous annonce, va être probablement pire que ce qu'on a connu, autant la réponse des gens va peut-être aller dans le sens qu'on recherche, dans le sens qu'il y a peut-être un éveil qui va se produire avec des gens qui vont dire, ben voyons, je comprends pas, il me semble que ça va mal. Ils auraient pu le réaliser il y a 18 mois, mais ils vont peut-être prendre 22 puis 24 mois à le réaliser. Donc, il faut leur tendre la main puis dire, bon, ben, tu as découvert des choses. Bien tant que nous autres, on a des choses à régler, on veut créer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de beau. Est-ce que tu as quelque chose à amener toi aussi? Ils vont dire, ah ben oui, maintenant que tu en parles. Puis, certains vont être peut-être de mauvaise foi, ça arrive. La plupart des gens ont le cœur à la bonne place, c'est simplement que leur tête est hypnotisée dans l'illusion, dans la fiction, dans la création, dans la matrice, dans quelque chose qui finalement leur semble absolument réel. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Pour eux, ça l'est. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans la matrice, ben, ma foi, on le voit que c'est une matrice. Mais si tu es dedans, ben, ça peut paraître très convaincant. L'allégorie de la caverne demeure. Elle est toujours aussi bonne, c'est celle où les gens dans la caverne ne voient que des ombres sur le mur et se disent, ma foi, la réalité, c'est ça.
Mais quand on prend du recul, puis qu'on voit à l'extérieur, on dit, oh my God, plus jamais je retourne dans cette caverne-là. Ben, c'est la même chose qui s'est produite pour des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de Québécois. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un petit raffinement encore à faire au niveau de pourquoi il faut se choisir dans ce que nous voulons et non pas de réélire celui qui nous nuit le plus. Alors, on a ça comme résultat ce soir. On ne peut pas dire que ça a été une journée électorale qui nous a satisfait. Je pense que tous ceux qui écoutent mes vidéos en général, ce que vous vouliez, c'était des gens qui disaient on arrête le délire, on arrête le cirque COVID, on commence à bâtir un monde dans lequel l'immunité naturelle à large spectre des humains est respectée pour la première fois. Et les gens qui ont peut-être été blessés par des produits expérimentaux vont recevoir un suivi médical respectueux et approprié pour s'assurer que les problèmes qu'on aurait pu pressentir ne se produiront pas, afin que les gens puissent reprendre une vie aussi normale que possible, sans toujours avoir en arrière de la tête le danger qu'il y aurait peut-être des effets ou qu'il y aurait peut-être d'autres menaces pour, qui sait, troisième, quatrième, cinquième dose, plus, dixième. Ces menaces-là, elles sont très désagréables même pour les doubles vaccinés. Parce qu'ils savent très bien maintenant que leur écran qui est vert lorsqu'ils présentent le passeport sanitaire, il va peut-être tourner au rouge un jour. Et cette journée-là, ça va être pénible. Parce que de découvrir tout à coup que les gens ont fait confiance à un passeport vaccinal qui peut tourner dans leur visage à n'importe quel moment et devenir quelque chose qui ne leur permet plus d'accéder à leur normalité, sauf s'ils se soumettent une fois de plus et qu'ils consentent probablement encore une fois à des produits qui seront encore expérimentaux, ben là, il y a des réflexions qui vont devoir se faire. Les gens n'auront pas le choix de se poser la question, mais ma foi, j'arrête où? 3, 4, 5, 10, 15? Créer une application de passeport vaccinal pour 2 vaccins, c'est irréaliste. Moi, je pense, comme plusieurs, que c'est une application qui va servir plus souvent que ça. Et ça va peut-être servir éventuellement, ils vont peut-être rajouter des choses dans l'application pour des tests ou pour finalement d'autres restrictions. Puis personne ne sait vraiment si à chaque fois que quelqu'un arrive avec son téléphone et son passeport vaccinal, par exemple dans un endroit qu'il demande, un restaurant, s'il y a quelque chose qui est accumulé dans une base de données quelque part qui dit à telle heure, tel endroit, tel téléphone se trouvait à tel endroit. Et à la longue, il se pourrait que le gouvernement puisse colliger des chiffres, même si c'était juste des métadonnées, ça reste des chiffres qui sont quand même confidentiels. Puis il y a beaucoup de zones floues avec l'application Vaxicode au Québec, à tout le moins. Et présentement, on ne sent pas que la CAQ est pressée de répondre aux questions. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais ça va arrêter où? Qu'est-ce qu'il y a comme inférence quand on voit des applications comme ça utilisées? Et ça crée de l'incertitude, même chez ceux qui sont vaccinés, qui se disent, bon, ben là, si on a donné la main, est-ce qu'on est en train de donner le bras? Est-ce qu'on donne jusqu'à l'épaule? Est-ce qu'on donne tout le corps au complet? Ils ne savent pas exactement quels sont les engagements de part et d'autre. Et finalement, on sait très bien qu'une fois que les informations sont rendues au gouvernement du Québec, c'est très difficile d'avoir des réponses. Il faut souvent faire des demandes d'accès à l'information. C'est extrêmement long, aussi bien au fédéral qu'au provincial qu'au municipal. C'est toujours pénible. Et je vous dirais que c'est très difficile de revenir en disant j'ai une réponse, on peut avancer avec ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par courriel. Je vous remercie de l'avoir fait. Évidemment, je suis un humain avec seulement 24 heures par jour, même si j'aimerais ça d'en avoir 144 par jour et je les remplirais, il n'y en aurait pas une de libre. Je travaille vraiment, vraiment très fort pour accompagner toutes les recherches que vous aussi vous entreprenez. Souvent, pour prendre quelque chose que vous avez mentionné, je vais le bonifier beaucoup. Souvent, je vais parler de vous comme étant la personne qui avait... on dit lever le lapin. Il y a un lapin ici, puis moi je cours, puis j'examine un peu le lapin. Je dis, OK, parfait, on va mettre plus de chair un petit peu autour de l'os. Et puis souvent, écoutez, il y a eu Misery Fox en passant récemment qui a fait un beau reportage sur McKinsey, bravo. Je sais toujours pas son vrai nom, mais je la félicite, c'est vraiment un beau travail. McKinsey, qui est une firme qui a reçu 1,7 million du gouvernement de la CAQ et ensuite un 4,9 millions tout récemment encore. Mais dans les deux cas, c'est pour la production et la vente de rapports complètement secrets. Il n'y a que la CAQ qui connaît le contenu de ces rapports-là, de ces documents-là de McKinsey.
Et McKinsey est embauché par plusieurs autres États dans le monde pour gérer la crise COVID. Et c'est pas normal parce que McKinsey est extrêmement proche du Forum économique mondial de Davos de Klaus Schwab en Suisse. Alors, c'est pas normal que notre gouvernement prenne ses conseils d'une firme qui est accolée à Klaus Schwab. Alors, c'est les gens qui devraient décider de ce qu'on veut dans notre État, dans notre province, puis dans notre pays, bien entendu. Mais de toute évidence, il y a des intérêts qui viennent de très loin, qui ont beaucoup plus de poids que nous, et notre gouvernement paye pour qu'une firme comme McKinsey aille donner des renseignements que nous ne connaîtrons probablement jamais. Alors, ceux qui trouvent que c'est normal qu'un gouvernement fonctionne comme ça, je vous assure, ça ne l'est pas. C'est anormal. Ces informations-là qui concernent une crise pandémique sanitaire mondiale, selon l'OMS, devraient faire l'objet de débats sociaux et non pas de débats entre une poignée de gens et des consultants privés qui, évidemment, ont des antennes à l'étranger, incluant en Suisse. Alors, je vous dirais que présentement, il y a beaucoup de gens qui ont regardé de loin des situations, qui ont dit, garde, j'aurais plus le choix que de me rapprocher de la situation et de comprendre pourquoi ces situations-là, c'est moi qui dois agir. Il y a eu une époque où, peut-être au début, peut-être même l'été dernier, les gens disaient, il va y avoir une organisation, une fondation qui va tout faire. Ils vont enlever les masques dans les visages des enfants, ils vont les protéger contre les vaccins, il ne se passera rien. Aujourd'hui, 18 mois plus tard, on est obligé de voir que la vraie stratégie, c'était assurément celle que je vous avais déjà dit, que ça ne nous prend pas un seul bouclier, ça nous prend 500 000 personnes qui sont prêtes à exister en conscience et à prendre toute leur place et à exiger le respect qu'eux-mêmes offrent à l'autre. Ça, il va falloir revenir à cette base-là. Parce que la réponse, c'est pas forcément de dire à l'autre, fais-le à ma place. C'est de se dire, moi, je ne peux pas tout faire. Mais les choses que je peux faire, je vais me faire un devoir de bien les faire. Et à ce moment-là, il se trouve que les gens se retrouvent dans leur force, dans leur présence, ils existent, ils matérialisent, ils manifestent. Et la conscience, si on est connecté sur le cœur, ben, elle vient de quelque chose de très beau. Et on se met à manifester des choses qui sont aussi belles que ce sur quoi on a décidé de se connecter. Les fréquences, les vibrations, l'énergie, tout ça a un impact sur nous, mais sur les autres aussi. Et pas juste les gens autour de nous, mais également les gens qui sont avec nous pour réaliser des choses. Parce qu'il n'y a pas juste des actes de création qu'on veut faire, mais également de la co-création. Puis quand on voit les libéraux aussi forts dans les élections, on se dit qu'il y a encore beaucoup de co-création à faire. Donc, ce soir, évidemment, il y en a qui vont se dire, bon, ou il y en a plusieurs qui vont m'écouter de jour aussi demain, là. Mais il y en a beaucoup qui vont se dire, bon, on fait quoi avec ça? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on décide d'exister malgré l'épreuve. Malgré que ce soit quelque chose qui nous contrarie, on se dit, on va continuer à faire en sorte d'exister. Et c'est chacun de nous qui trouve la bonne manière. Dans mon cas personnel, ça a été de m'investir à plein temps à vous offrir presque jour après jour, quasiment tout le temps, des articles majeurs, des sorties de nouvelles documentées pour ça, c'est absolument essentiel, pour que vous les compreniez et que vous sachiez les utiliser pour justement faire vous-même votre bout de chemin. C'est pour ça que je mets autant de références, parce que vous m'impressionnez quand vous arrivez après avec vos propres trouvailles. Parce que c'est pas parce que j'ai lu une étude que j'ai été chercher tous les points qui étaient à sortir. Vous êtes des yeux extrêmement importants dans cette équation-là. Donc, allez-y, vous aussi. Gênez-vous pas. Alors, essentiellement, ce soir, ou au moment où vous écouterez la vidéo, vous allez probablement être témoin d'une victoire libérale, peut-être pas majoritaire, mais une victoire libérale quand même. Vous allez voir que les conservateurs vont demeurer importants dans la course. Jusqu'à la toute fin probablement, parce qu'ils ont quand même beaucoup de gens qui ont voté pour eux. Mais il y a vraiment un gros message qu'il va falloir qu'on travaille à passer, parce que le fait que les partis autres aient pas eu plus de représentation que ça en chambre au Parlement, ça me déçoit. Parce que j'aurais vraiment aimé qu'il y ait des voix différentes que celles qui chantent
à la note près ce que l'OMS et l'ONU demandent. Et évidemment, les multimilliardaires mondialistes. Le Canada se saigne à blanc en aide étrangère, se saigne à blanc avec des programmes qui sont ruineux, qui sont pas pour les Canadiens, qui sont pas pour faire en sorte que les Canadiens puissent vivre dans la dignité, mais pour avoir le minimum donné aux Canadiens. Donc, c'est absolument pas la bonne gouverne qu'on veut, et c'est la raison pour laquelle plusieurs disent que notre meilleur choix, ce serait de dissoudre complètement, mais là, complètement, le système actuel et de signer une feuille avec 4 mots. Nous reprenons notre pouvoir. Nous avons signé ici et nous sommes des millions à signer la feuille. Donc, tous les pouvoirs que les barons de la plantation auraient pu penser avoir, instantanément, on les reprend. Absolument tous. Et on se dit qu'entre nous, on se fait un nouveau pacte. Celui où on agit dans la bienveillance et on ne fait pas de mal aux autres. Ou quelque chose dans cette nature-là. Et on commence avec ça. On peut se référer aux lois historiques qui auraient été créées dans l'Ancien Régime, on peut se référer à toutes sortes de choses qui font du sens, mais à quelque part, on ne tolère plus la, les souffrances inutiles par la maladie, par les dettes, par la méchanceté, par tous les mécanismes qui ont été mis en place pour rendre les gens petits. On met en place des mécanismes pour rendre les gens à la hauteur de ce qu'ils veulent être, tout ça en faisant du bien aux autres. Et je ne suis absolument pas le premier ni le seul à penser comme ça. Et vous en savez quelque chose parce que vous aussi, à quelque part, si vous pouviez aider de manière bienveillante, sans avoir peur de ne pas faire votre loyer à la fin du mois, vous le feriez. C'est juste que par la nature même du système qui est fait pour enrichir privatiser les profits et socialiser les pertes. Donc, c'est pour ça que les gouvernements donnent autant de subventions de BS corporatifs. Quand les gens disent « Ah, les chômeurs nous coûtent cher », eux, non. Ce qui nous coûte cher, c'est les compagnies qui agissent en BS corporatif. Ça nous coûte vraiment cher. C'est sûr que certaines classes de gens qui n'ont pas de travail peuvent coûter cher temporairement, mais tout pris en compte, c'est vraiment pas eux autres qui sont la caboose du train, c'est vraiment les BS corporatifs. Les paradis fiscaux, les échappatoires, tout ça, il faut en parler. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, il faut réaliser que notre place doit être absolument au centre de tout. Je pense que vous êtes nombreux à m'écouter, à l'avoir réalisé de toute façon, et je suis vraiment, mais vraiment fier de vous, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant toute la campagne électorale, vous avez jamais lâché. Vous avez vraiment été au front, vous avez essayé de convaincre des gens, vous avez cherché des informations, mais tout ça, c'est une pratique pour quelque chose qui va être encore plus grand, à mon sens. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on en fait partie. Et ceux qui aimeraient bien nous éliminer, ben, il va falloir qu'ils commencent par réaliser qu'on fait partie d'un tout. On existe et on va continuer à exister. On le fait en conscience, on le fait dans le respect, on le fait dans la créativité, on le fait dans une bienveillance qui est absolument nécessaire pour que tout fonctionne à notre idée. Donc, on va poser à l'ombre une lumière qui, à mon sens, fait consensus chez à peu près tout le monde. J'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Je sais que la soirée électorale, il y en a qui auraient vraiment aimé que je parle un petit peu plus probablement de la corruption que les libéraux vont probablement faire dans la Chambre noire. Je n'ai parlé un peu, mais j'aurais pu en parler plus. Je vais probablement revenir là-dessus. J'ai été beaucoup sollicité à l'hôpital ces temps-ci à cause de mon pied. Certains le savent, je soigne une blessure. Et j'ai même des intraveineux pour les antibiotiques. Donc, faites-vous-en pas, je suis gâté ces temps-ci. Je suis en VIP avec les visites à l'hôpital. Alors, je travaille à régler ça. Et puis, c'est sûr et certain que je travaille très fort. Mais je pense beaucoup à vous et je sais que plusieurs d'entre vous pensez beaucoup à moi et j'aimerais vous remercier de tout cœur de ne pas m'oublier autant que moi non plus, je ne vous oublie pas. Je fais tellement mon possible pour lire tous les messages, mais il y en a vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup, là. Mais en même temps, c'est sûr que chaque jour qui passe, c'est une journée où est-ce qu'on a la chance de recommencer avec une page blanche, puis faire quelque chose de bien et de bon. Alors, merci de tout cœur d'avoir été là, de m'avoir écouté. C'était la soirée électorale. Évidemment, demain, il va y avoir des résultats encore plus précis. Dans les prochains jours, il va y avoir
encore plus d'informations qui vont sortir. Soyons vigilants, soyons attentifs, soyons nous-mêmes, soyons en contrôle, soyons dans notre force et surtout, soyons ensemble. C'est comme ça qu'on avance. Alors, un gros bravo à tous les candidats qui ont participé à l'élection et qui n'ont pas forcément gagné. Tous les candidats des partis plus petits. Je pense au Parti libre, je pense au Parti populaire du Canada, je pense à d'autres partis qui ont à tout le moins voulu en finir avec à tout le moins une partie du narratif COVID actuel qui est absolument toxique pour notre population, pour notre peuple. Ben, à tout le moins, vous aviez le mérite de vouloir mieux. Alors, évidemment, je vous félicite d'avoir investi du temps, investi des efforts, tous ceux qui vous ont aidé parce que vous aviez des équipes autour de vous, tous ceux qui ont cru en vous, tous ceux qui vous ont amplifié, tous ceux qui ont dit Hey, c'est une bonne idée, ben, je m'implique puis je vais essayer d'aider. Tout ça était absolument de toute beauté. Je vous voyais puis je voyais que c'était. Il n'y avait rien de forcé dans ce que vous faisiez. Vous le faisiez parce que vous disiez J'existe, puis j'existe dans ce format-là. Un format où on remet l'humain au centre, où on remet l'immunité naturelle au centre, où on fait attention à nos enfants pour de vrai. Puis c'était beau. Je vous ai vu aller, puis je le sais que vous n'aurez pas le goût d'arrêter. Donc, évidemment, à tous ces gens-là qui étaient dans l'action, et vous êtes nombreux, ben continuez. Puis tous ceux qui continuent à travailler sur toutes les plateformes, pas juste les réseaux sociaux, mais ailleurs aussi. Il y en a beaucoup qui font des réalisations vraiment incroyables, des documents PDF, des sites web, des séries. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Continuez, continuez, parce que tout est à réinventer de toute façon et on va monter probablement de manière fréquentielle à un niveau où on va trouver que tout nous semble un peu gris. Ça va être le temps de prendre notre magie intérieure et de faire apparaître des couleurs partout où les tons de gris essayent de gagner du terrain. Et ça va faire en sorte qu'on va exister dans quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de beau, quelque chose de vivant, quelque chose d'humain. Puis on va repousser l'inhumanité. C'est très puissant. Justin Trudeau ne veut absolument pas que je vous dise des choses comme ça, parce que pour lui, c'est tout le temps, il faut aller avec du global citizen, il faut suivre les agendas mondiaux, il faut faire le développement durable de l'ONU avec les 17 objectifs qui sont des objectifs tout aussi toxiques les uns que les autres, parce que derrière les bonnes idées que ça semble représenter, vous allez voir que c'est l'humain qui doit diminuer. Puis à chaque fois, ça c'est un petit truc en passant, quand vous regardez les fameuses choses, les objectifs du développement durable, vous dites, mais Claude, comment ça se fait que c'est pas bon pour nous? Ben, regardez toujours les équations quand ils disent, nous allons résoudre la faim. Mais il y a toutes sortes de façons de résoudre la faim. Si les gens qui avaient faim meurent parce qu'il y a eu une crise ou une pandémie, ben, tu viens de régler le problème de la faim. Je vous mets ça très grossier, très gros, très peinturé noir et blanc, mais c'est juste pour vous allumer sur le fait que le développement durable de l'ONU, ça n'a pas été fait pour vous aider, ça a été fait pour aider les tenants de l'ONU. Puis, comme vous avez remarqué, vous n'avez jamais été voté pour personne à l'ONU. C'est pas vous qui votez, c'est des gens qui sont très connectés déjà à l'ONU, qui se votent entre eux et qui se permettent d'avoir des postes avec une influence absolument démesurée via des standards, des processus, des meilleures pratiques, des protocoles, des guides qui sont avec le poids de l'ONU imposé au peuple en dessous qui disent ben, on va s'harmoniser sur les règles de l'ONU. Mais à chaque fois que ça se produit en comptabilité, en ressources humaines ou ailleurs, dans le fond, c'est les mondialistes qui amènent leur vision du monde. La vision où tu ne travailles pas avec ton collègue ou avec ton humain, tu travailles avec une ressource humaine à côté des ressources matérielles. Il faut trouver des nouveaux mots pour définir le monde dans lequel on veut vivre. Alors voilà, je sais que je vous balance plein d'affaires, vous êtes tellement patient avec moi, vous m'écoutez et vous êtes incroyable. Merci à tous ceux qui vont me réécouter en passant, qui vont me réécouter peut-être 2 jours, qui vont dire hey, Claude, il était vraiment tard. Puis bien que tu n'es pas sur ton patio, j'ai une vie, puis il faut que je m'élève. Alors, vous allez me réécouter plus tard, puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Sachez que vous êtes merveilleux, vous le faites vraiment pas dire assez souvent, puis vous êtes fort, vous êtes tellement des belles personnes, tellement. Si vous saviez tous les beaux messages que je reçois, là, à chaque fois que vous me donnez de l'amour, oubliez jamais que vous vous en donnez à vous aussi, avant de m'en donner. De la même manière que si on fait du mal à quelqu'un, on se fait d'abord mal à soi-même. Mais ça marche de l'autre côté aussi. Alors quand vous m'envoyez des messages sentis, des choses belles, ben ça met de l'air sous mes ailes. Et c'est vous, ça. Alors, ceux qui disent « les Québécois sont ci, sont ça », des petites nouvelles, je peux vous garantir que vous êtes fabuleux et que je vous vois
et que vous existez et que vous êtes vraiment, mais vraiment des êtres uniques. N'en doutez jamais. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée et surtout, portez-vous bien. Je vais peser sur le petit bouton, commence à être tard. Et surtout, merci à tous ceux qui prennent le temps d'exister. C'est vous qui faites en sorte qu'on est capable d'exister malgré le cirque COVID.